La nuit avait été lourde, épaisse, presque suffocante. Pablo se réveilla en sursaut, le cœur battant trop vite, la gorge serrée par une image qui refusait de se dissoudre avec l'obscurité. Dans son rêve, l'océan s'étendait à perte de vue, d'un bleu sombre et inquiet, et des méduses géantes dérivaient lentement autour de lui. Leurs tentacules translucides effleuraient sa peau sans jamais le toucher vraiment, comme une menace suspendue, silencieuse, impossible à fuir. Il avait voulu crier, appeler quelqu'un, mais aucun son n'était sorti de sa bouche. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la chambre était calme, trop calme. Le silence lui pesa aussitôt, comme si quelque chose de grave continuait de flotter dans l'air, invisible mais bien réel. Il resta allongé quelques secondes, fixant le plafond, tentant de calmer sa respiration. Depuis la mort de Martin, ses nuits n'étaient plus que fragments disloqués, peuplés d'images étranges, de sensations diffuses, d'une culpabilité qu'il n'arrivait pas à nommer clairement. Il se leva plus tôt que d'habitude, sans même regarder l'heure. L'école pouvait attendre. Ce matin-là, tout ce qui comptait pour lui, c'était Caroline. La savoir encore là, dans l'appartement, lui donnait l'illusion fragile que rien n'était définitivement brisé. Il la trouva dans la cuisine, déjà prête, un sac posé près de la porte. Elle tentait de sourire, mais Pablo voyait bien que ce sourire ne tenait qu'à un fil. Il s'assit en face d'elle, l'observa en silence. Chaque geste de sa mère lui semblait désormais chargé d'une gravité nouvelle. Il redoutait le moment où elle repartirait à Lyon, où il se retrouverait seul avec ses pensées, avec ce vide immense laissé par Martin. L'idée qu'elle prenne la route seule le terrifiait. Il tenta de le formuler, maladroitement, cherchant ses mots, comme s'il craignait que les dire à voix haute ne rendent cette peur plus réelle encore. Caroline l'écouta sans l'interrompre. Elle posa sa main sur la sienne, un geste simple, mais qui fit vaciller la digue qu'il s'efforçait de maintenir. Pablo lui confia qu'il préférait qu'elle reste encore un peu, qu'il ne se sentait pas prêt à la voir partir. Elle ne répondit pas immédiatement, laissant planer un silence qui le mit mal à l'aise, puis hocha doucement la tête. Rien n'était décidé, mais cette hésitation suffisait à ranimer chez lui un mince espoir. Dans le même temps, à quelques kilomètres de là, Léo et Pauline entraient dans le cabinet de Florent. L'atmosphère y était feutrée, presque impersonnelle, comme si les murs avaient été conçus pour absorber les émotions trop fortes. Ils s'assirent face à face, évitant de se regarder directement. Leurs gestes étaient mécaniques, retenus, empreints d'une lassitude qui trahissait tout ce qu'ils avaient déjà traversé ensemble. Lorsque Florent leur présenta les documents, Pauline signa sans hésiter. Pour elle, cette signature avait le goût amer d'une fin nécessaire. Léo, lui, marqua une légère pause, comme si sa main refusait d'obéir tout de suite. Le bruit du stylo sur le papier résonna étrangement dans la pièce, trop fort, trop définitif. Leur maison était vendue. L'argent arriverait dans quelques mois. Tout était réglé, sur le papier du moins. En sortant, Pauline tenta d'adopter un ton léger, presque détaché, annonçant ses projets avec Élodie et Ludo. Elle parla de la culture du safran, de cette nouvelle aventure qui l'attendait, comme d'une promesse de renouveau. Léo écoutait, mais ses pensées semblaient ailleurs. Il hochait la tête, sans réellement répondre, incapable de masquer le malaise qui l'envahissait. Il comprenait qu'elle avançait, qu'elle se reconstruisait sans lui, et cette réalité lui faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, au commissariat, Thierry relisait le dossier de l'accident de Martin. Depuis plusieurs heures déjà, un détail l'obsédait. Les photos, les rapports, les témoignages. Tout semblait cohérent à première vue. Pourtant, quelque chose clochait. La trajectoire du véhicule, cet écart brutal sans raison apparente, ne correspondait pas à un simple moment d'inattention. Plus il y pensait, plus une certitude désagréable s'imposait à lui. L'accident n'était peut-être pas aussi clair qu'on avait voulu le croire. Il partagea ses doutes avec Hugo, cherchant dans le regard du médecin légiste une confirmation, ou au contraire un apaisement. Hugo resta prudent. Pour lui, rien n'indiquait que Martin ait voulu en finir. L'hypothèse du suicide ne collait pas avec ce qu'il connaissait de l'homme. Thierry acquiesça, tout en sachant que cette intuition ne suffisait pas. Il attendait les résultats toxicologiques, persuadé qu'ils apporteraient une pièce manquante à ce puzzle inquiétant. À ce moment-là, Pablo se rendit chez Hugo et Sabine, le cœur battant à l'idée de leur demande. Il redoutait leur réaction, craignant d'être perçu comme un poids, comme un adolescent incapable de se débrouiller seul. Lorsqu'il leur expliqua la situation, Sabine répondit avec une douceur qui le surprit. Caroline pouvait rester encore un peu. Il sentit un soulagement immédiat l'envahir. Sans réfléchir, il se jeta dans les bras de Sabine, un geste spontané qui trahissait toute la fragilité qu'il tentait de dissimuler depuis des jours. La journée avançait, et avec elle, les tensions s'accumulaient silencieusement. Chacun, à sa manière, tentait de reprendre pied dans une réalité bouleversée.
Mais quelque chose, en profondeur, continuait de se fissurer. Comme si les certitudes de la veille ne tenaient plus, comme si une vérité plus sombre s'apprêtait à remonter à la surface. Et tandis que Thierry attendait toujours les résultats qu'il pressentait déjà explosifs, nul ne se doutait encore que ce qui allait être révélé sur Martin bouleverserait bien plus que le cours de l'enquête. Dans la salle de pause de l'exploitation agricole, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Léo était assis face à Henrik, son plateau presque intact devant lui. Il triturait distraitement une serviette en papier, incapable de se concentrer sur ce qu'il avait réellement envie de manger. Depuis la signature du divorce, quelque chose s'était figé en lui, comme si la séparation, pourtant anticipée, avait réveillé une douleur plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. Henrik l'observait avec une attention discrète. Il connaissait ce regard perdu, cette façon de se refermer sur soi sans prononcer un mot. Lorsque Léo finit par lâcher quelques phrases sur Pauline, sur ses projets avec Elodie et Ludo, sur cette fusion des exploitations qu'il avait tant de mal à accepter, Henrik ne chercha pas à minimiser son malaise. Il lui parla avec franchise, presque rudesse, lui conseillant de tracer sa route, de cesser de s'accrocher à une histoire déjà terminée. Pour lui, Pauline avançait, et Léo risquait de se perdre s'il continuait à regarder en arrière. Les mots résonnèrent durement, mais ils n'étaient pas faux. Léo hocha la tête, sans pour autant se sentir prêt à les accepter. À cet instant précis, Gabin arriva avec le café, apportant une parenthèse presque absurde à cette conversation lourde. Les gestes simples du quotidien continuaient, indifférents aux bouleversements intérieurs de ceux qui les vivaient. Pendant ce temps, sur les terres où le safran venait d'être récolté, Elodie observait le champ avec une satisfaction mêlée de fatigue. La récolte avait été bonne, et l'idée de célébrer la fin de ce travail lui paraissait presque nécessaire, comme un moyen de marquer symboliquement un nouveau départ. Elle proposa d'organiser un petit pot le vendredi, une initiative simple, conviviale, qui contrastait avec les tensions sous-jacentes que chacun portait en soi. Non loin de là, un ethnologue installait discrètement un appareil photo destiné à repérer les sangliers. Sa présence, anodine en apparence, soulignait pourtant la coexistence de plusieurs réalités dans ce même espace, celle du travail agricole, celle de la recherche scientifique, et celle, plus intime, des relations humaines en train de se redéfinir. Elodie échangea quelques mots avec lui, puis s'éloigna, déjà absorbée par l'organisation de la suite. Dans le même temps, au commissariat, l'atmosphère se chargeait d'une tension plus froide, plus méthodique. Thierry avait convoqué Pablo et Caroline. Il savait que cette étape serait difficile, humainement lourde, mais il n'avait pas le choix. C'était la procédure, et il se devait de la suivre jusqu'au bout, même si cela signifiait remuer des blessures encore béantes. Lorsque Pablo entra dans la salle d'interrogatoire, il se sentit immédiatement oppressé. Les murs semblaient se rapprocher, le regard de Thierry pesait sur lui sans agressivité, mais avec une gravité qui le déstabilisait. Caroline s'assit à ses côtés, droite, digne, déterminée à répondre sans se laisser submerger par l'émotion. Thierry posa des questions précises, mesurées, cherchant à comprendre les heures précédant l'accident. Avait-il remarqué un comportement étrange chez Martin? Avait-il consommé de l'alcool? De la drogue? Les réponses furent nettes, presque catégoriques. Martin ne buvait pas. Il était même farouchement opposé à la drogue. Pablo confirma, avec une sincérité presque douloureuse, l'image d'un homme qu'il avait toujours perçu comme rigide, parfois excessif, mais profondément attaché à ses principes. Caroline, cependant, ajouta un détail qui sembla retenir l'attention de Thierry. Lorsque Martin était énervé, expliqua-t-elle, sa conduite devenait plus agressive, plus brusque. Il roulait vite, trop vite parfois, comme s'il cherchait à évacuer sa colère à travers la vitesse. Ce n'était pas une confession, encore moins une accusation, simplement un constat lucide. Mais dans l'esprit de Thierry, cette information venait s'ajouter à la liste des éléments troublants qu'il accumulait depuis le matin. En quittant le commissariat, Pablo se sentit vidé. L'interrogatoire avait réveillé en lui des souvenirs contradictoires, mêlant admiration, peur et incompréhension. Il avait défendu l'image de Martin avec acharnement, sans même se demander s'il protégeait réellement la vérité ou seulement le besoin désespéré de préserver un souvenir intact. À ce moment-là, Élise retrouvait Bilal dans un lieu familier, presque rassurant. Elle avait besoin de parler, de mettre des mots sur un malaise qui ne cessait de croître. Voir Pauline tous les jours était devenu une épreuve qu'elle supportait difficilement, même si elle s'efforçait de le cacher. Ce n'était pas seulement la présence de son ex qui la dérangeait, mais cette complicité évidente entre Pauline et Elodie, cette énergie constructive qu'elle partageait et dont elle se sentait exclue. Elle avoua à Bilal qu'elle avait des regrets, qu'elle se demandait parfois si elle n'avait pas laissé passer quelque chose d'important. Elle parlait de jalousie, sans détour,
consciente que ce sentiment la rongeait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Bilal l'écoutait sans juger, lui laissant l'espace nécessaire pour déposer ses doutes, ses frustrations, ses peurs. Dans un autre bureau du commissariat, Hugo observait les résultats toxicaux fraîchement arrivés. Les chiffres s'affichaient devant lui, implacables. Un taux d'alcoolémie de 2,4 grammes. Il relut plusieurs fois le document, comme s'il espérait y déceler une erreur, une incohérence, quelque chose qui viendrait atténuer la brutalité de ce constat. Mais les données étaient claires, sans appel. Il rejoignit Thierry avec ce poids sur les épaules, conscient de la portée de ce qu'il allait lui annoncer. Lorsqu'il lui révéla le taux d'alcool présent dans le sang de Martin au moment de l'accident, le silence s'abattit entre eux, dense, presque assourdissant. Un tel niveau était extrêmement élevé, incompatible avec l'image que tous avaient de lui. Thierry sentit une vague de malaise l'envahir. Cette information ne se contentait pas de relancer l'enquête, elle fissurait brutalement le portrait d'un homme que beaucoup pensaient connaître. Addiction cachée, moment de dérive exceptionnelle, ou quelque chose de plus complexe encore? Les hypothèses se bousculaient dans son esprit, sans qu'aucune ne parvienne à s'imposer clairement. À cet instant précis, chacun des protagonistes se trouvait à un point de bascule. Les certitudes vacillaient, les relations se tendaient, et la vérité sur Martin, loin d'apaiser les douleurs, semblait au contraire ouvrir la porte à une panique silencieuse, diffuse, prête à éclater à tout moment. Le chiffre continuait de flotter dans l'esprit de Thierry comme une anomalie impossible à digérer. 2,4 grammes. Même pour un habitué de l'alcool, c'était énorme. Pour Martin, cet homme décrit par tous comme strict, rigide, presque moraliste dans ses convictions, c'était tout simplement inconcevable. Thierry resta un long moment assis à son bureau, le regard fixé sur le dossier ouvert devant lui, sans réellement le voir. Il sentait confusément que cette donnée allait provoquer une onde de choc bien au-delà du cadre de l'enquête. Hugo, de son côté, n'était pas plus serein. En tant que médecin légiste, il avait l'habitude des révélations dérangeantes, des vérités qui bousculent les certitudes des proches. Pourtant, cette fois, quelque chose le mettait profondément mal à l'aise. Il repensait aux paroles de Caroline, à l'assurance avec laquelle elle avait affirmé que Martin ne buvait pas. Il se demandait si le déni pouvait être aussi puissant, ou si, au contraire, Martin avait mené une double vie d'une discrétion extrême. Dans le même temps, Pablo errait dans les rues de Montpellier, incapable de rentrer directement chez lui. L'interrogatoire tournait en boucle dans sa tête. Il se repassait chaque souvenir de Martin, chaque discussion, chaque moment partagé, cherchant désespérément un signe qu'il aurait pu ignorer. Rien ne collait, l'homme qu'il avait connu ne correspondait pas à ce taux d'alcoolémie hallucinant. Cette contradiction le rendait presque physiquement malade. Lorsqu'il finit par retrouver Caroline, il sentit immédiatement que quelque chose avait changé en elle. Elle aussi avait appris les résultats. Son visage était fermé, marqué par une fatigue nouvelle, plus profonde que celle des jours précédents. Elle ne pleurait pas, elle semblait figée, comme si son esprit refusait encore d'intégrer l'information. Pablo tenta de lui parler, mais les mots se heurtaient à un mur invisible. Caroline restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Ce silence, lourd et opaque, pesait davantage que n'importe quelle dispute. Pablo comprit que la mort de Martin n'était plus seulement un drame, mais un mystère qui menaçait de détruire l'image même qu'ils avaient construite de lui. Il se demanda alors, pour la première fois, s'il avait vraiment connu l'homme qui avait partagé leur vie. À la ferme, Pauline s'activait avec une énergie presque fébrile. Elle multipliait les initiatives, parlait de l'avenir, de la culture du safran, de projets à long terme. Cette agitation trahissait son besoin de se raccrocher à quelque chose de concret, de maîtrisable. Avec Élodie et Ludo, elle formait un trio efficace, tourné vers l'action. Pourtant, par moments, son regard se perdait vers l'horizon, et l'ombre de Léo semblait encore planer sur ses pensées. Léo, justement, observait de loin cette nouvelle dynamique sans parvenir à s'y intégrer. Il se sentait à la fois exclu et inutile, comme si la vie de Pauline s'était brusquement accélérée sans lui laisser le temps de s'adapter. Les paroles d'Henrik continuaient de résonner en lui. Tracer sa route, refaire sa vie, des conseils simples en apparence, mais terriblement difficiles à appliquer. Élise, quant à elle, rumine ses propres contradictions. Après s'être confiée à Bilal, elle se sentait à la fois soulagée et honteuse. Reconnaître sa jalousie ne l'avait pas libérée comme elle l'espérait. Au contraire, cela avait mis en lumière un manque, un vide qu'elle ne savait pas comment combler. Voir Élodie heureuse, épanouie dans un nouveau projet, ravivait ses regrets avec une intensité douloureuse. Au commissariat, Thierry reprit enfin ses esprits. Il savait que le dossier Martin venait d'entrer dans une nouvelle phase. Ce taux d'alcoolémie allait nécessiter des vérifications, des recoupements, peut-être même la remise en question de témoignages qu'il pensait fiables.
Il ressentait une pression croissante, consciente que chaque révélation supplémentaire risquait de provoquer des dégâts irréversibles dans l'entourage du défunt. Hugo partageait cette inquiétude. Il anticipait déjà les questions, les accusations, les incompréhensions. Comment expliquer l'inexplicable sans briser définitivement ceux qui cherchaient encore à se raccrocher à une image rassurante de Martin? Il savait que la science ne suffisait pas toujours à apaiser les esprits, surtout lorsque la vérité venait heurter de plein fouet l'intime. Et tandis que la nuit tombait à nouveau sur la ville, chacun se retrouvait seul face à ses doutes. Le rapport toxicologique n'était qu'un document, un ensemble de chiffres froids et précis. Mais ses conséquences, elles, s'insinuaient déjà dans les consciences, fissurant les relations, alimentant les peurs, et laissant planer une question obsédante. Qui était réellement Martin, et jusqu'où cette vérité allait-elle encore bouleverser ceux qui l'avaient aimé? Au fil des heures, l'information circula sans jamais être prononcée à voix haute. Le chiffre restait tapi dans les esprits, comme un secret trop lourd pour être partagé sans provoquer de dégâts immédiats. Thierry le sentait, ce n'était plus seulement une donnée technique, mais une fissure béante dans la perception collective de Martin. Chaque détail du dossier semblait désormais se teinter d'une ambiguïté nouvelle, comme si l'ensemble du passé venait d'être réécrit à la lumière d'un seul résultat. Il reprit les comptes rendus d'accidents, relut les descriptions de la chaussée, les horaires, les relevés. L'écart de trajectoire revenait sans cesse, obsédant. À présent, il ne pouvait plus s'empêcher de le relier à l'état de Martin, à ce taux d'alcool qui défiait toute logique connue de son entourage. Pourtant, quelque chose résistait encore en lui, l'idée qu'une addiction puisse être passée inaperçue si longtemps, sans le moindre signe visible. Hugo, lui aussi, restait troublé. Dans son bureau, il repensait à chaque fois où il avait croisé Martin, à la posture, au regard, à cette façon de contrôler son image. Il se demandait si ce contrôle n'avait pas justement servi à masquer autre chose, un déséquilibre soigneusement dissimulé. L'hypothèse le mettait mal à l'aise, car elle révélait à quel point il est parfois facile de se tromper sur ceux que l'on croit connaître. Dans l'appartement, Caroline tentait de reprendre une routine minimale. Elle rangeait, nettoyait, faisait des gestes automatiques qui lui donnaient l'illusion d'un ordre possible. Pourtant, à chaque instant, ses pensées revenaient à Martin. Elle se souvenait de ses prises de position radicales contre l'alcool, de ses discours moralisateurs, de cette rigidité qui avait parfois pesé sur leur quotidien. Comment concilier ces souvenirs avec ce que les résultats toxicaux affirmaient désormais sans nuance? Pablo l'observait en silence, conscient qu'elle se battait contre quelque chose d'invisible. Il ressentait un mélange confus de colère et de peur. Colère contre Martin, pour cette image qui s'effritait et le laissait démuni. Peur de découvrir que l'homme qu'il avait admiré cachait une part sombre, peut-être dangereuse. Cette idée le hantait, car elle menaçait de contaminer tous ses souvenirs, même les plus tendres. À la ferme, l'organisation du petit pot prenait forme. Élodie s'investissait avec enthousiasme, parlant de convivialité, de partage, comme si cette célébration pouvait conjurer les tensions accumulées. Pauline suivait le mouvement, se laissant porter par cette énergie collective. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persistait. Elle sentait bien que tout n'était pas réglé, que certaines blessures restaient ouvertes, malgré les projets et les sourires. Léo, de son côté, se sentait de plus en plus étranger à ce monde qui avançait sans lui. Il faisait des efforts pour se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Pauline, à ce qu'ils avaient été, à ce qu'ils ne seraient plus. La fusion des exploitations, qu'il avait tant de mal à accepter, symbolisait à ses yeux cette perte de contrôle, cette impression que sa vie se réorganisait sans qu'il puisse y prendre part. Élise, quant à elle, oscillait entre lucidité et amertume. Les mots qu'elle avait confiés à Bilal continuaient de résonner en elle. Elle se surprenait à observer Élodie et Pauline avec un regard critique, cherchant inconsciemment des failles dans leur complicité, comme pour se rassurer. Mais plus elle regardait, plus elle devait admettre que cette association fonctionnait, qu'elle portait en elle une promesse qu'elle-même n'avait pas su saisir. Au commissariat, Thierry prit enfin la décision de poursuivre les vérifications. Il savait que cette enquête allait déranger, qu'elle allait forcer chacun à regarder Martin sous un jour nouveau. Il se préparait mentalement aux réactions à venir, aux incompréhensions, aux résistances. L'idée même de remettre en question la mémoire d'un mort lui pesait, mais il n'avait pas le choix. La vérité, quelle qu'elle soit, devait être établie. Et tandis que la journée touchait à sa fin, un sentiment diffus d'instabilité s'installait chez tous. Le passé semblait soudain fragile, malléable, prêt à se fissurer au moindre choc. Le rapport toxicologique n'avait pas seulement relancé une enquête, il avait ouvert une brèche dans les certitudes, une brèche par laquelle s'engouffrait désormais le doute, la peur et une panique sourde, encore contenue, mais prête à éclater. La soirée tomba sans apporter l'apaisement que certains espéraient. Au contraire,
L'obscurité sembla accentuer les pensées qui refusaient de se taire. Chez Caroline, le silence prenait une forme presque agressive. Chaque bruit du quotidien, une porte qui grince, un verre posé trop fort sur la table, résonnait comme une intrusion. Elle se sentait envahie par une question qui ne la quittait plus. Comment avait-elle pu ne rien voir? Pablo restait près d'elle, sans vraiment savoir comment l'aider. Il tentait de parler de choses simples, de détourner son attention, mais ses efforts retombaient dans le vide. Caroline hochait la tête, répondait par des phrases courtes, comme si toute son énergie était mobilisée ailleurs. Elle se revoyait défendre Martin, expliquer à Thierry qu'il ne buvait pas, qu'il rejetait l'alcool avec une fermeté presque excessive. Cette certitude, qu'elle avait portée comme un bouclier, se retournait maintenant contre elle. À ce moment-là, Pablo sentit naître en lui une colère sourde. Non pas contre Thierry ou Hugo, mais contre Martin lui-même. S'il avait caché quelque chose d'aussi grave, alors il les avait tous trahis. Cette pensée le terrifiait, car elle fissurait l'attachement qu'il croyait indestructible. Il se surprit à se demander si ces cauchemars n'étaient pas une manière pour son esprit de lui dire que quelque chose, depuis longtemps, n'allait pas. Dans le même temps, à la ferme, l'ambiance autour de la préparation du petit pot oscillait entre excitation et tension latente. Élodie multipliait les initiatives, comme si elle voulait prouver que cette association était une réussite incontestable. Elle parlait fort, riait, entraînait les autres dans son énergie. Pauline suivait, parfois sincèrement, parfois par nécessité, consciente que ce projet représentait bien plus qu'un simple choix professionnel. Pourtant, dès qu'elle se retrouvait seule, Pauline ressentait un tiraillement difficile à ignorer. La séparation avec Léo était actée, légale, irréversible. Mais une part d'elle restait sensible à son regard, à cette tristesse qu'il ne parvenait plus à masquer. Elle se reprochait parfois d'avancer trop vite, puis se rappelait tout ce qu'elle avait enduré pour en arriver là. Cette ambivalence la fatiguait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Léo, de son côté, s'isolait davantage. Il observait de loin l'organisation collective, cette effervescence autour du safran, et se sentait étranger à ce mouvement. Chaque rire lui rappelait qu'il n'était plus au centre de la vie de Pauline. Il essayait de se convaincre qu'il devait accepter cette réalité, mais son esprit revenait sans cesse à ce qu'il avait perdu. La fusion des exploitations symbolisait pour lui une rupture définitive, une frontière qu'il n'avait pas choisie. Élise, quant à elle, rentra chez elle avec un sentiment de vide. Sa discussion avec Bilal avait mis des mots sur ce qu'elle ressentait, mais n'avait pas dissipé le malaise. Elle se surprenait à imaginer ce que sa vie aurait pu être si elle avait fait d'autres choix, si elle avait su préserver ce qu'elle avait avec Élodie. La jalousie qu'elle éprouvait n'était pas seulement tournée vers Pauline, mais aussi vers cette version d'elle-même qu'elle n'était jamais devenue. Au commissariat, Thierry relisait une nouvelle fois ses notes. Plus il avançait, plus il comprenait que l'enquête allait nécessiter du temps et de la prudence. Le taux d'alcoolémie de Martin n'était pas une simple anomalie technique, mais un élément capable de bouleverser profondément son entourage. Il anticipait déjà les réactions, la défiance, peut-être même la colère que cette révélation susciterait. Cette perspective le mettait mal à l'aise, mais renforçait aussi sa détermination. Hugo, de son côté, se préparait mentalement à expliquer, encore et encore, la fiabilité des résultats. Il savait que les chiffres ne suffiraient pas à convaincre ceux qui refusaient d'y croire. Il redoutait les regards accusateurs, les insinuations, la tentation de chercher une erreur là où il n'y en avait pas. Cette responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, car il mesurait l'impact humain de chaque mot qu'il serait amené à prononcer. À la fin de la soirée, chacun se retrouvait face à ses propres contradictions. Le deuil se mêlait au doute, la reconstruction à la culpabilité, et l'envie d'avancer à la peur de découvrir une vérité insupportable. Le rapport toxicologique avait agi comme un révélateur brutal, forçant tous les protagonistes à regarder ce qu'ils préféraient encore ignorer. Et dans cette attente silencieuse, une certitude commençait à s'imposer, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Le lendemain matin, la ville semblait fonctionner comme d'habitude. Les rues s'animaient, les commerces s'ouvraient, les conversations ordinaires reprenaient leur place. Pourtant, pour ceux qui étaient directement concernés, cette normalité avait quelque chose d'insupportable. Thierry le ressentait vivement en arrivant au commissariat. Il avait l'impression d'évoluer dans un décor qui ne correspondait plus à ce qu'il savait désormais, comme si deux réalités coexistaient sans jamais se rencontrer. Il passa une partie de la matinée à échanger avec Hugo, tentant de cerner toutes les implications possibles du rapport toxicologique. Le médecin légiste restait ferme, précis, presque clinique dans ses explications. Il n'y avait pas d'erreur. Le taux relevé correspondait bien à l'état de Martin au moment de l'accident. Aucun doute possible. Cette certitude scientifique, loin de rassurer Thierry, accentuait au contraire son malaise.
Elle laissait peu de place à l'interprétation et obligeait à envisager l'inconcevable. Thierry pensa alors à Caroline et à Pablo. Il se demanda comment il pourrait encaisser cette information lorsqu'elle serait pleinement intégrée dans le cadre de l'enquête. Il savait déjà que la révélation risquait de faire voler en éclats le fragile équilibre qu'il tentait de reconstruire. Pourtant, reculer n'était plus une option. La vérité, désormais, avançait d'elle-même, implacable. Dans l'appartement, Caroline avait passé une nuit presque blanche. Elle s'était levée plusieurs fois, incapable de trouver le sommeil. Les souvenirs de Martin défilaient sans ordre précis. Des disputes, des moments de tendresse, des silences lourds de non-dits. Plus elle y pensait, plus elle se rendait compte qu'elle avait peut-être confondu rigueur et maîtrise, autorité et stabilité. Cette prise de conscience la bouleversait profondément. Pablo, lui aussi, était épuisé. Il sentait que quelque chose se brisait en lui, lentement mais sûrement. L'image de Martin, qu'il avait portée comme un repère, perdait de sa solidité. Il ne savait plus s'il devait continuer à le défendre intérieurement ou accepter l'idée qu'une part de cet homme lui avait toujours échappé. Cette incertitude l'angoissait plus que la mort elle-même. À la ferme, l'effervescence autour du petit pot atteignait son apogée. Élodie semblait déterminée à faire de ce moment une réussite, comme si célébrer la fin de la récolte pouvait sceller symboliquement une nouvelle étape. Pauline participait activement, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Léo, à ce qu'il traversait, et se demandait si elle n'avait pas sous-estimé la violence de la rupture pour lui. Cette culpabilité sourde l'accompagnait dans chacun de ses gestes. Léo, de son côté, observait tout cela avec un sentiment d'étrangeté grandissant. Il voyait Pauline s'investir, rire, se projeter, et il se sentait relégué au second plan. Il tenta de se convaincre que cette distance était nécessaire, qu'elle faisait partie du processus de séparation. Mais au fond de lui, une résistance persistait, nourrie par le sentiment d'avoir été remplacée trop rapidement. Élise, quant à elle, oscillait entre résignation et colère. Elle avait beau analyser ses propres émotions, rien ne semblait s'apaiser. La jalousie qu'elle éprouvait envers Pauline n'était que la surface d'un mal plus profond, la peur d'avoir raté sa chance, d'être restée figée pendant que les autres avançaient. Cette lucidité la rendait amère, mais aussi dangereusement vulnérable. Au commissariat, Thierry prit conscience que l'enquête sur la mort de Martin était désormais entrée dans une phase irréversible. Les éléments accumulés ne permettaient plus de revenir en arrière, ni de préserver les illusions de ceux qui avaient besoin de croire à une version simple et rassurante des faits. Il ressentait le poids de cette responsabilité avec une intensité nouvelle. Et tandis que chacun poursuivait sa journée, porté par des préoccupations apparemment distinctes, une même sensation les reliait tous sans qu'ils en aient pleinement conscience, celle d'être suspendus à une vérité qui, une fois révélée dans toute sa brutalité, ne laisserait aucune place au déni. Le rapport toxicologique n'était plus seulement un document officiel. Il était devenu le point de bascule autour duquel gravitaient désormais toutes les peurs, toutes les tensions, et tous les choix à venir. La tension était désormais palpable, presque tangible, comme si l'air lui-même refusait de circuler librement. Au commissariat, Thierry sentit qu'il avait franchi un seuil invisible. Ce qu'il savait ne pouvait plus rester confiné dans un dossier, ni se limiter à des échanges techniques entre lui et Hugo. Le rapport toxicologique avait cessé d'être un simple outil d'enquête, il était devenu une onde de choc prête à se propager. Hugo, assis en face de lui, gardait ce calme professionnel qui trahissait pourtant une fatigue morale inhabituelle. Il savait que ces mots, aussi précis soient-ils, allaient être remis en question, disséqués, parfois rejetés. 2,4 grammes. Il le répéta intérieurement comme une litanie. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Et c'était précisément cette certitude qui rendait la situation si insupportable. Thierry pensa à Martin, non plus comme à une victime ou à un suspect, mais comme à un homme dont l'image venait de s'effondrer. Était-il possible qu'une addiction ait été dissimulée avec autant de rigueur? Ou fallait-il envisager un dérapage unique, un moment de rupture totale? Aucune hypothèse ne parvenait à apaiser le malaise. Au contraire, chacune ouvrait la voie à de nouvelles questions, plus dérangeantes encore. Chez Caroline, le temps semblait s'être arrêté. Elle s'assit longuement, immobile, le regard perdu dans le vide. Les souvenirs revenaient en vagues désordonnées. Les colères de Martin, sa conduite parfois brutale, cette tension qu'elle avait attribuée au stress, à l'exigence qu'il s'imposait. Désormais, ces détails prenaient une autre dimension, inquiétante. Elle se sentit envahie par une culpabilité sourde, celle de ne pas avoir voulu voir, ou peut-être de ne pas avoir su regarder autrement. Pablo la regardait, impuissant. Il comprenait que la douleur de sa mère n'était plus seulement liée au deuil, mais à une remise en question profonde. Il se sentit tiraillé entre deux élans contradictoires, défendre encore Martin, ou accepter que la vérité puisse être bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé.
Cette hésitation le rongeait. Elle s'infiltrait dans ses pensées, dans ses silences, dans ses rêves toujours peuplés d'images troublantes. À la ferme, le petit pot se déroulait dans une atmosphère faussement légère. Les rires d'Élodie résonnaient, les discussions allaient bon train, mais Pauline sentait bien que quelque chose clochait. Elle participait, souriait, mais une part d'elle restait à distance. Elle savait que ce moment marquait un tournant, une affirmation de son nouveau choix de vie. Et pourtant, le regard de Léo, posé sur elle avec une tristesse qu'il ne cherchait plus à cacher, continuait de la hanter. Léo, lui, observait cette scène comme on assiste à un départ irrévocable. Pauline avançait, construisait, s'entourait. Il se sentait exclu de ce futur qui se dessinait sans lui. Il tenta de se convaincre qu'il devait lâcher prise, mais cette injonction lui paraissait presque violente. Accepter signifiait renoncer définitivement, et il n'était pas sûr d'en avoir la force. Élise, en retrait, laissait ses pensées dériver. Voir Pauline et Élodie aussi soudées ravivait une blessure qu'elle croyait refermée. Elle se rendit compte que sa jalousie n'était pas seulement tournée vers elle, mais vers ce qu'elles incarnaient, la capacité d'avancer, de transformer une rupture en projet. Cette prise de conscience la laissa désemparée. Pendant ce temps, Thierry prit une décision intérieure, sans la formuler encore. Il savait qu'il allait devoir pousser l'enquête plus loin, quitte à provoquer des remous, à ébranler des certitudes déjà fragiles. Le rapport toxicologique ne laissait aucune place au confort du doute. Il imposait une réalité brute, difficile à accepter, mais impossible à ignorer. Lorsque la journée s'acheva, une sensation de panique sourde persistait chez chacun. Personne ne parlait ouvertement, mais tous sentaient que quelque chose venait de basculer. La mort de Martin n'était plus seulement un accident tragique. Elle devenait le révélateur d'une vérité enfouie, capable de redessiner les liens, de fracturer les souvenirs, et de laisser derrière elle une inquiétude profonde, durable, impossible à contenir plus longtemps.